Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Ben oui, c'est vrai. Je disais au revoir tout à l'heure à Benoît Dutrisac, puis je lui disais peut-être que c'est la dernière fois qu'on fait de la radio ensemble, mais c'est certainement pas la dernière fois qu'on se voit parce que on va se voir au Japon, Dutrisac et moi. Ben, allez-vous avoir un itinéraire qui concorde? Ben, on va s'arranger pour. On risque d'être bien. à Tokyo à peu près en même temps. Oh, allez bien Imagine-toi, manger. c'est quoi les gens? On est à Montréal. Oui. On est à Montréal. On se voit jamais. Jamais j'ai mangé avec lui. Quoi? Ben, ça donne comme ça. Mais là, on va être au Japon en même temps. Est-ce que tu m'écoutes, Benoît Dutrisac? Ça va être un plaisir d'aller manger des sushis avec toi et ta famille. Sa famille est super sympathique. J'ai jamais rencontré ses enfants. J'ai rencontré sa conjointe, Madame Dutrisac, adorable, évidemment. Alors, vous allez peut-être faire, je sais pas, un bout de chemin ensemble. C'est le fun. C'est cool On va de peut-être rencontrer animer des gens une en émission de voyage. radio ensemble au Japon. Bonjour, Cybèle Ben oui, Olivier. ben bonjour. As-tu un petit pincement au cœur, toi aussi? Parce que c'est quand même la fin de notre saison. Et toi, évidemment, cet été, tu vas faire plein de choses. Oui, ben écoute, oui, c'est certain, c'est une belle aventure qui se termine, mais pas pour longtemps, mais qui se termine. J'ai adoré ça. Ça m'a permis d'entendre des nouveautés aussi parce que ton émission est axée vers la culture et vers des sujets assez différents de ce qu'on traite dans l'émission avec Benoît. Donc, j'ai une perspective complètement différente, surtout que tu me laisses participer à tes entrevues. Oui. Puis de pouvoir être là, puis de vivre les émotions, de vivre les Dis-le donc, chicanes. t'as plus de plaisir avec moi que t'en as avec Dutrisac. J'ai du plaisir avec tout le monde. Une heure Moi, c'est une de avec mes moi, grandes c'est plus forces. agréable que 3 heures avec Benoît. Je pense que ça a été je dit. ferai Hein. pas de chicane. Ben Je non, vous ben non. aime. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Cybèle, j'en profite maintenant parce qu'on ne sait pas à la fin de l'émission combien de temps on va avoir pour se dire à quel point on s'aime et on s'apprécie, que tu es une jeune femme de 27 ans absolument brillante, intelligente, une excellente communicatrice et tu as été un ajout vraiment à cette émission dans tous les sens du terme. Tu as ajouté du soleil, de la bonne humeur, des connaissances dans des domaines qui, moi, m'étaient complètement inconnus. Donc, ce fut un plaisir et on ne sait pas encore si on revient en septembre. Une heure de fun encore. Sous quelle formule ou pas, mais sache que ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, c'est un plaisir également de recevoir mon premier invité, Guy Bertrand, conseiller linguistique qui a été longtemps, 33 ans à Radio-Canada. Et tout le monde le connaît dans le milieu comme étant l'ayatollah de la langue. Alors, la première question que je vais te poser, Guy, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Oui, ça fait assez longtemps, on peut se permettre. Ça fait longtemps, parce qu'il y a eu une époque où je faisais de la radio à Radio-Canada, j'ai fait de la télé à Radio-Canada, j'ai fait plein de trucs à Radio-Canada, et donc, on se connaissait. Mais de toute façon, tout le monde au Québec te connaît. Est-ce que le mot ayatollah, c'est un mot que tu aimes ou qui te hérisse? Non, je n'irai pas jusqu'à parler de hérissement. Je dirais pas ça. Mais ça a déplu à des gens qui aimaient ce que je faisais. Et ça, c'est ça que je n'aimais pas. Je me souviens d'une petite anecdote, il y avait un monsieur qui enseignait, est-ce que c'était les COFI, les cours de français? Oui, l'ancêtre des centres de francisation, donc les COFI. C'est ça. Des cours pour présenter le Québec aux immigrants. C'est ça, et il y avait un élément de langue là-dedans, évidemment. Oui, tout à fait. Et le monsieur enseignait là, et puis c'était à l'époque où il y avait justement les ayatollahs arrivaient, et il y avait beaucoup d'immigration iranienne. Oui. Et il y avait beaucoup d'Iraniens, et puis lui disait toujours, le professeur, écoutez Radio-Canada, écoutez ce monsieur-là, vous allez voir. Puis là, quand il entendait l'ayatollah,
il allait voir le monsieur, il dit, pourquoi il l'appelle? Il est gentil, le monsieur, pourquoi on l'appelle ayatollah? Ah, c'est excellent. Oui. Mais ça, c'est très... Mais c'est juste ça qui m'a dérangé. Parce que moi, mais tu as tout à fait raison, et c'est important que tu l'amènes parce que, par exemple, des fois, moi, des choses qui me choquent beaucoup, à une certaine époque, on disait, quand il y avait des nids de poules dans les rues de Montréal, on disait, c'est comme Beyrouth. Ben moi, mon père, il a vécu à Beyrouth de 79 à 82. Donc, moi, j'allais souvent en vacances là-bas pour le voir, et je trouvais que c'était extrêmement insultant pour mes amis libanais qui ont vraiment vécu la guerre, de dire que les rues de Montréal ressemblaient aux rues de Beyrouth. Donc, il faut faire attention on fait ce genre de... Quand on utilise à la légère ce genre d'expression-là. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire que tu étais extrêmement rigoureux et que tu traquais les moindres erreurs de français. Donc, la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, Guy, c'est que tu sors aujourd'hui un livre qui s'intitule « Le français au micro », chronique de langue. Donc, tu as récupéré une grande partie des chroniques que tu as faites en ondes, mais au-delà de Radio-Canada, c'est un outil pour n'importe qui. Oui. N'importe qui se pose des questions. Tu sais, ça arrive souvent, mettons, Cybèle, on se dit, écoute, telle expression, est-ce que c'est un anglicisme? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Est-ce que c'est la bonne formule? Oui, mais on a le droit, mais on n'a pas envie non plus de torturer cette langue française qui est si belle. On se comprend. Alors, par exemple, tu sais, tu ouvres n'importe où, puis tu trouves réponse. Par exemple, moi, ça m'horripile de voir des gens qui sont passés à travers le système d'éducation québécois et qui disent « à cause que », au lieu de français, dire « parce que ouais. ». Donc, la réponse est dans le livre. Ça se peut qu'on ait conservé ça. Il faut quand même une certaine indulgence. Surtout quand on parle de gens qui viennent de milieux... hors grand centre, là, les milieux, le Québec plus rural. Et ça, c'est normal qu'on conserve certaines choses du passé. Il faut faire attention, il faut être très délicat. Quand on dit, par exemple, embarquer dans son auto, ça c'est un québéquisme, c'est charmant. Oui. Parce que ça fait référence à l'époque où on utilisait embarquer, donc monter dans une barque. Voilà. Bon, ça, c'est correct, mais c'est pas fautif. Non, en fait, c'est toléré normalement pour les transports terrestres. C'est monter, descendre, et non embarquer, débarquer. Donc, je monte dans mon auto, assez bizarre. Il me semble que j'ai vraiment le goût de dire j'embarque dans mon auto. Ben, vous pouvez le dire si vous voulez. Mais tu vois, tu viens de me vouvoyer. Ah, non, mais je dis vous, les gens qui disent ça. OK. Vous, les autres, là. Non, c'est pas vrai, j'ai manqué mon coup. Vous êtes pas... Non, mais sérieusement, on peut toujours dire ce qu'on veut. Ouais. Mais moi, je m'occupais des gens de Radio-Canada et à l'antenne, on se devait à Radio-Canada d'être un petit peu plus sévère sur ces choses-là, des détails. Parce qu'on se le fait reprocher. Le public nous écrivait, nous appelait. Parce que en tout cas, je vais revenir avec ma vieille rengaine, mais vous êtes un média national, vous êtes payé avec nous, parce que là maintenant, c'est un an que tu travailles plus là, mais payé avec nos impôts, et surtout, on s'attendait de la part de Radio-Canada. Voilà, c'est ça. On mettait la barre très haute à cause de gens comme René Le Cavalier, à cause de bon, et ça veut pas dire que dans d'autres médias, on parlait moins bien, mais on s'attendait de la part de Radio-Canada. C'est pour ça que moi, ça m'arrive souvent, des gens m'écrivent parce qu'ils savent que je suis un petit peu moi-même un ayatollah de la langue, et ils m'écrivent en me disant, mais j'ai entendu telle affaire l'autre jour à Radio-Canada, et ça heurte les oreilles. Oui, mais c'est parce que c'est l'attente. Tout est là. C'est que les gens, depuis toujours, ont une attente face à Radio-Canada, ont des attentes. Ça doit être distingué, ça doit être du bon français, ça doit être du contenu recherché, de qualité. Quand on l'entend à Radio-Canada, on peut répéter à d'autres parce qu'on sait que c'est bien, c'était documenté. C'est ça qui est associé à Radio-Canada depuis toujours. Et puis, évidemment, les générations changent, les animateurs sont plus les mêmes. Il y a une différence. On peut pas comparer le Radio-Canada de 1952 à celui d'aujourd'hui. Puis c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, ils sont différents. Parce que la société est différente. Parce que, par exemple, quand toi, t'as commencé, les gens se vous voyaient en ondes, c'était impossible. Et là, il y a René Aumirois qui prend sa retraite de Radio-Canada. Il n'y a jamais personne qui a tutoyé. Même chose. Jamais personne qui a tutoyé. Donc, éloignons-nous un petit peu de Radio-Canada en tant que tel. Moi, ce que j'ai adoré en parcourant ce livre, c'est de trouver plein d'arguments
Parce que des fois, des gens qui me disent, ouais, ben, tu sais, telle expression, est-ce que je peux utiliser? Ben là, je vais pouvoir dire, au lieu de dire, regarde dans le petit Robert, je vais pouvoir dire, regarde dans le grand Bertrand. Oh! Alors, j'ai mis des petits post-it, hein, ça va, post-it, j'ai le droit de dire ça. Bon, j'ai pris des post-it. Alors, bon, à cause que, on vient de le dire, c'est de l'ancien français. Donc, à une époque, c'était acceptable. Maintenant, il faut dire parce que. Débuter. On ne peut pas débuter quelque chose. Ah bon? Ça, non. On peut débuter. Voilà. Ben alors, explique-le. Bon, débuter au départ, ça veut dire faire ses débuts. Débuter dans le monde, bon, ça se faisait autrefois. Mais ce n'est pas un verbe transitif. On ne peut pas débuter quelque chose. On commence quelque chose. On peut dire l'émission débute dans 5 minutes, si on veut. J'aime mieux commence, mais on peut dire ça. Mais on ne veut pas dire nous allons débuter l'émission par telle chose. On peut pas, parce que c'est un verbe qui n'est pas fait pour ça. C'est pas débuter vient avec quelque chose. Une chose débute. Oui. Mais on ne débute pas débuter quelque chose. C'est ça, Une exactement. chose débute, mais on ne débute pas une chose. Voilà. Mais on a tellement d'autres. On peut dire entreprendre, on peut dire commencer. Oui. On en a des équivalents qui, eux, sont transitifs. Alors, on n'a pas besoin de s'acharner et de dire débuter quelque chose. Moi, c'est ce genre de choses que je suis pas tellement prêt à laisser... Non, ça, moi, je suis d'accord avec toi. On ayatolise là-dessus. Oui, on ayatolise ensemble. On est communis pas mal là-dessus. Bon, alors... Là, toi, tu l'as écrit, page 163, équipe suivie d'un verbe. Mon équipe connaisse bien cet endroit. Ah oui. Moi, je l'étendrais à tous les singuliers qui sont conjugués au pluriel. Et je lis des fois par écrit. Donc, le couple ont. Le couple, Marianne et Sophie, ont acheté une maison. Ben non, c'est le couple. Tu dois utiliser le singulier tout le long. Oui. Ça m'agace. Mais ça vient de l'anglais, parce que là, je parle pas de couple, mais the police are coming en anglais. Les collectifs en anglais prennent souvent la marque du pluriel, entraînent le pluriel, tandis qu'en français, certains peuvent le faire, d'autres non. Quand on dit la plupart, la majorité de, dans ces cas-là, c'est un ou l'autre, mais quand on a un mot comme équipe, ça, c'est clair que c'est celui de... Le monde, meilleur exemple. Le monde, très bon exemple. Je déteste ça. Et c'est correct de dire le monde au lieu de dire les gens, parce que ça, c'est un Québécois. C'est une particularité québécoise. Oui. Mais à ce moment-là, on dit mais le monde singulier. est. Tu peux pas dire le monde sont. Le monde ont de la misère. C'est ça. Oui. Mais à ce moment-là, on dit les gens. Ouais. Hein, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Les gens ont de la misère. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Être pour. Ah oui, j'étais pour vous appeler. J'étais pour. Ben ça aussi, est-ce qu'on le dit là que c'est... Oui, tu dis j'étais pour vous oublier le 2 juin 2023. Non, mais l'explication. Cette phrase n'est pas fautive. C'est ça. C'est que des fois, il y a des tournures qui sont oubliées, qu'on utilise moins. J'étais pour faire quelque chose. Il y a des choses qui se disent plus dans la francophonie internationale, si on veut. Mais c'est acceptable, on peut... Et dans certains cas, c'est acceptable, mais familier. Dans d'autres cas, c'est toujours acceptable. Dans d'autres cas, c'est un petit peu douteux. Bon, alors je m'en allais te parler de l'expression mettre sur la map, mais je vais simple, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors vous achèterez le livre de Guy Bertrand, ça s'intitule Le français au micro, pour s'y retrouver. Tu vois, même Cybèle en a appris une bonne. Ben oui. Ben Cybèle a un super bon français, puis là elle vient d'en apprendre une bonne. Donc vous allez en apprendre des bonnes aussi. Alors moi je vais simplement terminer en te disant, t'as vraiment mis le français sur la map. Oh, comme c'est gentil. Merci Guy Bertrand. Bel été, puis bon retour, je l'espère. Ben, on le sait pas. Ben, moi, je vous le souhaite. On le saura le 25 août, comme tout le monde. Merci Guy Bertrand. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On est bien ici, avec croissants et tout. Ah oui, alors vous l'entendez, c'est Radi qui est à ma droite, Virginie Courtiol qui est à ma gauche. Donc, deux humoristes d'origine française, mais qui sont bien établis ici au Québec et qui ont bien l'intention de nous faire rire. Et Radi s'extasiait du fait qu'il y avait des croissants et de la pizza. Je vous rassure tout de suite, Radi...
Ce n'est pas comme ça tous les jours. Moi, je pensais que c'était comme ça. Je me dis, waouh, on est bien ici. Ah ouais, non, bien non, reçu. c'est exceptionnel. En fait, moi, ça fait en 7 ans, je pense, à Cube. Je pense que la première fois que je vois des Smarties et de la pizza, mais c'est parce que c'est la dernière journée de la saison régulière. Évidemment, cet été, vous allez être en compagnie de plein d'excellents animateurs et animatrices pour la saison d'été. Donc, pourquoi je reçois Radi à ma droite et Virginie Courtiol à ma gauche? Parce que demain, ils présentent un spectacle d'humour qui s'intitule Père recherché. Ça va avoir lieu à 19h30 au Cabaret des Curiosités. Et moi, quand j'ai vu Père recherché et qu'on faisait des blagues sur la disparition de notre papa, parce que le sous-titre du spectacle, c'est « Viens rire si toi aussi ton père t'a ghosté ». Alors ça, dès le départ, j'ai trouvé ça drôle. Ben oui, il fallait un Virginie? titre accrocheur. Ben Il fallait oui. tout de suite attirer et capter l'attention. Parce mais- que c'est la fête, vous faites exprès, en plus, de faire un spectacle C'est la la veille de la veille. fête des pères. Et oui. donc, est-ce qu'on Ben peut oui, mais rire? là, exact. Parce Est-ce qu'on que peut rire de ça? c'est ça, nous, on veut vous faire rire. On va rire, je vous l'assure, je vous le garantis. Sûr et Et certain. après, comme ça, le lendemain, on pleure, mais on aura bien ri la veille, avant la fête des pères. Mais vous Mais- vous étiez étudiante à l'École nationale de Exact. l'humour. Vous êtes en 2e année. Vous avez quitté la France pour venir étudier ici. Et là, votre papa meurt en plein Oui. en milieu de vos études en humour. Comment Exact. on fait pour réconcilier tout ça? Et ça a été un long processus difficile. J'ai commencé, moi je vais avoir 37 ans cet été, j'ai commencé à voir un psy pour la première fois de ma vie ici au Québec suite au décès de mon père parce que À ce tellement point-là? Ah oui. en fait c'est ça, c'est entre ma première et ma 2e année à l'École nationale de l'humour, je suis rentrée l'été pour voir ma famille et là mon père ne me reconnaissait pas. Alzheimer? Quelque Exact, chose comme il ça? avait Ah, oui. starté cette maladie neurodégénérative et donc là, je me suis occupée de lui tout l'été, à lui trouver. On a compris que voilà la maladie le prenait, mais les neurochirurgiens, les médecins, les spécialistes nous ont annoncé qu'il en avait plus pour longtemps. Donc je suis retournée plusieurs fois dans l'année, puis il est décédé vers la fin de ma 2e année à l'école de l'humour. Et puis. Je me souviens parfaitement de cette période parce que tu voyageais, tu avais des shows. Puis, c'était pendant la ouais. période du Minifest Du en Minifest. plus, donc Ouais. il y a 2 ans. Mais C'est difficile. Donc, c'est un petit peu ça. C'est l'idée du départ du papa, qui est quand même une figure importante dans notre vie. Vous, Radi, votre histoire Ben, qui moi- fait que vous participez à ce oui, spectacle-là. moi, explique-nous, ça- Radi. Moi, c'est un peu particulier parce que C'est Virginie, vous le père absent. Oui, voilà. avec Virginie, on se connaît depuis quelques années. Puis, et puis quand j'ai vu ce show-là l'année dernière, puis quand j'ai vu qu'elle le refaisait cette année, on s'est contacté. Puis j'ai dit, écoute, si tu as envie d'avoir l'autre son de cloche d'un papa qui voit pas beaucoup ses filles parce qu'il est venu faire de l'humour. On voulait sa version des faits. Ouais, je voulais quand même, tu sais, quand même, parce que on parle de père absent, mais des fois, il y a aussi des réalités de Il y a notre des pères côté. qui n'ont pas le choix d'être absents. Oui, et puis aussi, il y a des pères qui, même s'ils sont pas là physiquement, et ils le vivent mal aussi. Et donc, j'avais envie de partager ça, puis aussi exprimer aussi des fois notre difficulté à être loin de nos enfants parce que on doit faire des choses, parce qu'on doit Gagner sa vie. Donc, vous Gagner connaissez sa la vie. chanson Les complaintes du phoque en Alaska. Il est parti faire tourner des ronds sur son nez et tout ça. Donc, c'est un Puis petit peu ça, l'histoire. C'est un peu ça. Puis j'en parle aussi. J'ai des numéros là-dessus D'accord. où je parle en fait de l'impression que ce qu'on fait c'est courageux, mais par rapport à nos enfants, ils trouvent pas peut-être pas ça nécessairement courageux. Parce que vous, votre histoire, donc, pour être plus précis, c'est que vous êtes venu tenter votre chance en stand-up ici en humour pendant que votre épouse et vos enfants, surtout... La maman de mes enfants avec qui je suis plus. D'accord. Et mais en tout cas, vos enfants sont en France. En France, en région parisienne. En France. Ouais. Donc, quand on dit père recherché, c'est aussi ça. Ouais. Donc, comment on fait pour réconcilier? Parce que vous nous dites, évidemment, donc votre père est décédé pendant que vous étudiez à l'École nationale d'humour. Maintenant, vous êtes en thérapie pour essayer de débrouiller tout ça. Donc, l'humour l'humour sert. aide, Mais oui, vraiment? moi j'ai écrit directement après le décès de mon père, j'ai écrit. Je me suis mis. Nous, c'est un exutoire écrire. Ouais. Hein, on nous le conseille d'écrire nos pensées. Puis je suis montée. Puis, mais ça, c'était une erreur. Je suis montée tout de suite sur scène pour raconter mes premières Pourquoi blagues. c'était une erreur? Parce que
on dit c'est que la tragédie tragedy plus time equals comedy. Et là, il n'y avait pas le time. Donc, sur scène, ça se voyait que j'étais beaucoup trop affectée. Je disais, mais mon père est mort il y a 2 semaines. Je me souviens de moments très étranges. Il y a personne qui riait dans la salle. Non, là, c'était des pleurs. Mais c'est parce que nous, on savait, nous qui te connaissions, on connaissait genre, t'étais encore la veille aux funérailles et que t'avais pris l'avion, que t'étais le lendemain. Donc, nous, on avait genre cette urgence. Là, c'est vraiment ça, je suis revenue le lendemain, je jouais. Non, mais ça va pas, là. Ça va pas, on fait pas ces choses-là. Je n'allais pas bien. Puis, je sais pas si on peut le dire, mais il arrive en plus un truc, genre, c'était l'histoire sur l'histoire avec l'incendie, je sais pas si on peut en parler. Ah, ben oui, parce que 2 jours avant que je parte pour les funérailles et la crémation, la maison funéraire m'appelle et ils me disent le crématorium a brûlé. Oh boy. Il y a eu un incendie. Attendez 2 secondes. Attendez, je veux juste être sûre de bien avoir compris. Comble. Attendez, un crématorium. Exact. Quand les gens doivent être incinérés, là, ils vous ont appelé en vous disant, on peut pas faire brûler votre père parce que le brûleur de papa a brûlé. Exact. C'est quand même un comble. Okay. Ça, j'avoue que c'est très drôle. Ben oui. Et j'ai plein de blagues là-dessus, donc c'est pour ça qu'il faut venir demain. C'est incroyable. Est-ce que, parce que vous dites, la comédie, c'est une tragédie plus du temps. C'est une phrase célèbre dans le milieu humoristique anglo-saxon. Donc, tragedy plus time equals comedy. Mais là, quand le crématorium vous appelle en vous disant, Virginie, on va avoir un petit souci, il va falloir qu'on trouve une autre solution pour brûler votre papa, vous la trouvez pas drôle sur le coup, là. Vous êtes pas en train de vous esclaffer, là. Je suis en choc total. Mais en fait, si le soir même, j'allais au Gong Show. Je sais pas si vous avez entendu parler du Gong Show. C'est un show qui se passe au Bordel Comedy Club devant Charles Deschamps, Anthony Rémillard. Elle connaît tout le milieu humoristique au Québec. Mais le soir, et là, c'était la 100e au Club Soda et c'était Mike Ward, le juge invité, et j'ai fait mes numéros. On a 3 minutes pour faire des blagues, ils peuvent nous gonger si c'est pas drôle. Et puis là, j'ai terminé en impro en disant, demain, je m'en vais pour les funérailles de mon père. J'ai reçu un appel ce matin, le crématorium a brûlé. Et ça a été mon plus gros rire. Et ça, j'adore ça. OK, là, on tient quelque chose. Donc, Mike Ward, vous avez pas gagné. Mike Ward m'a félicité pour le décès de mon père. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. OK, est-ce que Fred Bastien est à la mise en ligne aujourd'hui? Fred, Mike Ward m'a félicité pour la mort de mon père. Là, ça, c'est le titre du segment. Là, on vient de l'avoir. Parce que moi, mon défi, quand je fais de la radio, c'est de trouver la phrase dans ce que disent les invités qui pourrait résumer et frapper l'imaginaire. Mais là, avec vous, on vient de frapper le jackpot. On peut pas faire plus humour noir que c'est ça. Je te félicite pour la mère de ton père, ça t'a fait un super numéro. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait le côté autodérision où c'est toi qui est là en train de parler de ton côté de père qui peut avoir un certain malaise peut-être vis-à-vis de l'absence et toi qui as vécu un départ. Est-ce que c'est plus facile de rire de soi que de rire d'une situation aussi tragique que la perte d'un proche? Oui, j'imagine. Moi, si je dois choisir les deux positions, je préfère la mienne. Ben oui, je préfère la mienne. Je veux pas qu'on perde. Mais là, l'empathie du public, elle est pour nous, alors que là, pour toi, oui, moi, je dois aller chercher autre chose. C'est vrai. Si on veut rire, il y a des gens qui te jugent dans la salle qui disent Mélodie, il a abandonné ses enfants et tout. Oui, à ce point-là. Dans la vie en général. Oui, dans la vie en général. Mais admettons qu'on parle que de scène. Ben oui, sur scène, il y a des gens qui j'ai même reçu parfois des messages en me disant, tu sais, le passage où tu dis que t'es pas... Puis je le sens quand je dis la blague que... Quel passage, Radi? Je dis que mes enfants ont un nouveau père. Puis que ce nouveau père, il a réalisé toutes les promesses que j'ai pas tenues. Oh. Puis là, je parle de mon malaise et là les gens ça c'est le nouveau conjoint de ton ex. Oui, qui est un très bon gars, même si ça m'énerve de le dire. Bref, ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier. Puis, lui il est resté, Radi. Ouais, c'est ça, il est resté. Bref, il y a tout ce passage là en fait il y a un rapport à l'enfant qui est très important, à la paternalité, à la maternité qui est important ici. Puis
genre l'enfant c'est sacré, puis de se rendre compte en fait que moi j'ai été capable d'aller vivre mes rêves en abandonnant, enfin entre guillemets, on va se calmer. Non, parce que moi je me mets dedans là. Tu vois, pension alimentaire quand mais même. là, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est ça. Non, mais je disais, t'es dans ton personnage. Mais oui, on je suis dans sent mon là que t'es personnage. dans... Oui, mais oui, Puis tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a plein de subtilités. Il y a le rapport avec la maman, le rapport avec les enfants qui comprennent qu'on est passé par des choses. Puis j'ai été présent au début quand ils étaient très très jeunes et en bas âge. Ouais, puis... c'est des excuses. Voilà, Elle c'est voit ça. clair dans ton jeu. C'est exactement ça que je reçois comme On message. l'a déjà entendu, celle-là. Non, mais il y a un débat là-dessus Il y a de du dire... temps que tu ne pourras jamais rattraper, Radi. Ouais, merci, ça fait plaisir. Moi, Ça fait j'entends les vraiment deux. Tu sais, plaisir. quand on discute de ça, c'est pas la première fois que j'ai une discussion par rapport au fait, tu sais, un père qui veut s'absenter ou une mère, là, mais tu sais, plus souvent un père pour la carrière. Est-ce que c'est mieux de le faire plus jeune? Parce que de toute manière, tu sais, ils sont tellement jeunes. Oui, c'est important, mais peut-être qu'ils vont avoir plus besoin de la figure paternelle dans leur adolescence ou plus tard. Tu sais, toi, tu vas avoir fait ton cash, puis tu vas être parti. Ou à l'inverse, est-ce que tu réfléchis à ça aussi? J'ai cette réflexion-là, puis je me dis, est-ce qu'à un moment donné, dans leur vie d'adulte, elles vont avoir des manques? daddy issues. C'est ça. Est-ce qu'elles vont m'en vouloir déjà? Tu sais? Puis dans ma réalité et dans l'idéal, j'aimerais ça en fait que on se retrouve adulte. C'est ça. J'ai ce souhait-là qu'à un moment donné, qu'on se retrouve adulte. Mais c'est intéressant aussi de voir, là, tu dis, t'es venu au Québec pour vivre tes rêves, de vivre de l'humour. Ouais. On l'accepte mieux d'un gars qu'une fille. Tu monterais sur scène et tu dirais, moi, je suis venue tenter ma chance au Québec. Ouais, j'ai laissé mes deux gars. J'ai laissé mes enfants. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, finalement, tu l'as facile, Radi. Hey, les amis, merci beaucoup. J'adore ton histoire de crématorium. Je suis vraiment désolée. J'en parle demain, C'est le genre d'histoire Que ce soit drôle comme ça. C'est vraiment plate. Ça amène un peu d'humour là-dedans, quoi. Et puis voilà, quoi. Pour aller mieux. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui sont très nerveux, par exemple, à des enterrements et qui rient Oui. des fois parce que c'est la seule façon pour eux d'évacuer leur nervosité. Donc, à ne pas conseiller à tout le monde. Non. Virginie Courtiol, on n'a même pas eu le temps de parler du fait que tu étais vétérinaire avant et qu'à un moment donné, tes amis t'ont dit, t'es malheureuse là-dedans. C'est plus drôle que tu n'es bonne chirurgienne. T'es mieux d'aller soigner les Québécois que d'aller soigner les Tu nous fais marrer quand tu soignes des chiens. Et l'autre affaire dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est qu'à un moment donné, tu avais fait un truc sur les Québécois sont incapables de draguer. Oui, ça, c'est mes blagues. Ça fait 4 ans que j'habite ici, 4 ans de célibat. Ouais. Je me cherche un mari pour la résidence permanente. Ah, on n'en peut plus, là. Ça, c'est mes blagues sur scène. C'est vrai que je trouve que les Québécois, vous êtes beaucoup plus respectueux envers les femmes. Moi, en France, constamment, je me fais Toi, tu me draguer. regardes, il faudrait que tu regardes les gars. Elle en a fait un podcast. Oui, j'ai un c'est pour podcast ça que je voulais qui en parler. s'appelle « Pourquoi je pogne pas, putain ». J'adore ça. J'ai reçu Billy Tellier, André Robitaille. Alors, Virginie, si jamais je reviens, si jamais je suis à la radio de Cube en septembre, ça va me faire un plaisir de te recevoir. Merci. C'est un sujet que j'adore et j'ai beaucoup de choses à te dire à ce sujet-là. Mon Dieu, à propos des hommes québécois. Radi, Oui. Virginie Courtiol, tu t'appelles Radi parce que sinon, franchement, Non, là, vas-y, ton oublie ça, nom, ça n'a oublie ça, plus oublie ça, aucun oublie ça, sens. ça, Là. C'est Mohamed, je sais pas quoi. on là, aurait ça passé la finit chronique plus. ou l'entrevue. attends, Mohamed, je sais pas Ok, quoi. je vais essayer. Ok? Allez, let's go. Abdel Moumen Mohamed. Je sais même pas lequel est ton prénom, puis bravo. lequel est ton nom de C'est ça, famille. ouais. Là. Tu choisis des lettres au milieu et ça va être ça. Attends, je joue au Scrabble, je jette toutes les lettres par terre Ah et bah ça là, fait vous ton gagnez, nom. là, vous gagnez au Merci Scrabble. beaucoup, Radi. Merci, Merci Virginie. infiniment. Merci, C'est demain Sophie. le spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une dame qui m'écrit en me disant « Madame Durocher, je sais que vous vous intéressez au féminisme et je sais que vous vous intéressez au féminisme viril. Voilà quelqu'un qui me connaît bien. » Et elle m'écrit en disant « Ben moi, j'ai une histoire à vous raconter. Je pense que ça va vous intéresser. » Résultat, elle est assise à ma gauche en studio, Chloé Dano. Félicitations pour votre front tout le tour de la tête de m'avoir écrit. C'est une excellente idée. Je vais juste Merci. votre micro. Donc, vous êtes à la tête de votre propre compagnie de déménageurs. Ça s'appelle le groupe Brisson. Il y en a combien de femmes dans le milieu du déménagement au Québec?
Je pense que je suis la seule. Oui, hein? Oui, je pense que c'est un boys club assez fermé même, je dirais. Là. Oui, puis ça crée des fois des situations où les gens ne vous prennent pas au sérieux parce que vous êtes une femme? Il est arrivé plusieurs choses. Là, j'en ris, là, mais des fois, c'était un petit peu choquant, oui. Ouais. Entre autres... La pire affaire qui est arrivée. Ben, l'année passée, j'ai vendu une bâtisse commerciale que j'avais. Puis un jeune courtier immobilier, quand même, ça m'a beaucoup surpris. Il me dit, il est où ton partenaire d'affaires, ton mari? Oh! Ben, C'est épouvantable. J'ai dit, je le connais pas encore, je ne sais pas il est où, c'est pas possible. Puis là, après, il me répond, ben, t'es sûre, là, t'es toute seule, vraiment, à 100%. Comme s'il était pas encore sûr de ma réponse. Mais ce qui me tue, c'est que ce soit un jeune qui dit ça. La nouvelle génération est censée être super ouverte, puis égalitaire, puis tout ça. Donc, il y a encore des mythes et stéréotypes. Ah, oui. Mais donc, ça, c'est relié à vos activités où vous vendiez une bâtisse. Mais dans le domaine du déménagement, c'est sûr que moi, je vous regarde, je vais vous décrire, hein, si vous permettez. Je veux pas vous gêner, mais je vais vous décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio. Vous êtes une femme splendide, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez une belle tignasse de cheveux roux flamboyants. Oui. Donc, et vous êtes super féminine, bien habillée. Donc, quand les gens disent déménagement, on s'attend pas vraiment à ce casting-là. Non, ben c'est pour ça que j'ai voulu jouer un peu avec ça, avec moi, ma personne que je suis, mais aussi avec tous mes collègues, tous les déménageurs. On a une idée assez stéréotypée de qu'est-ce qu'un déménageur habituellement. Puis moi, c'est pas du tout ça que j'ai comme équipe. Ils sont vraiment... Ils sont tous beaux, sont sexy, sont super gentils. Alors voilà, on y arrive. Donc, la raison pour laquelle vous m'avez écrit, c'est que vous vouliez m'alerter à une campagne que vous faites. Puis habituellement, tu sais, je veux dire, quelqu'un m'écrit en disant « Je fais une campagne publicitaire. » Je suis là, prends un numéro, mon homme. Il y en a 25 qui aimeraient ça. Mais votre histoire m'a tellement intriguée que je suis allée voir ce que c'était votre campagne. Alors là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux, dans un premier temps, de faire jouer un petit extrait de la campagne vidéo. Ça fait un peu comme calendrier pompier. Là. On voit les déménageurs qui sont sur les échelles, habillés avec leurs salopettes, leurs petites bretelles, sont sexy. On voit un déménageur torse nu. Regarde, on voit un déménageur, il est torse nu et les espèces de petits dolly. Je sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais c'est un truc en bois avec 4 roues. Dolly, nous aussi. Un dolly. Pour transporter donc les boîtes. Mais là, il joue avec, puis le dolly est positionné vraiment de façon assez suggestive. Exact. On va dire, les déménageurs qui sont venus chez nous la semaine dernière, ils ressemblaient pas à ça. Premièrement, ils étaient habillés. Oui, je vais vous l'avouer. Habituellement, quand ils vont chez les gens, ils sont habillés. Ils sont habillés. Alors ça, c'est la première partie de votre campagne. La deuxième partie, Jean-Philippe va nous envoyer des images, des photos de la campagne. Alors, on voit un déménageur. Il est en Marcel. Là. Il y a une petite camisole blanche. Marcel. Oui, ça s'appelle un Marcel. C'est drôle, j'adore. Et il a une belle salopette rouge. Il est très, très charmant avec une petite boucle d'oreille. Et attends 2 secondes. Attends, Jean-Philippe, j'ai pas terminé. Je veux juste revenir en arrière. Et le slogan, c'est « Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ou d'un petit coup d'œil? » Alors, on va voir, pendant que tu nous montres les autres images, en fait, c'est que vous jouez un petit peu avec la clientèle féminine ou la clientèle LGBT. Exact. Mais c'est parti parce qu'on a eu quelques appels de femmes clientes qui nous ont appelés pour nous dire comment qu'il y avait eu une belle expérience, que notre gang était donc bien gentille, chaleureuse, puis c'était le fun d'avoir travaillé. Fait que là, moi, je me suis dit, 2, 3 qui nous appellent comme ça, puis on dit, on va même suivre vos employés sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Les coquines! Exact! Fait que je me suis dit, mais là, c'est l'idéal de faire un peu inverser les codes qu'est-ce qui existe. D'habitude, c'est la pub en regardant les hommes, les hommes regardent les femmes, les calendriers de femmes en bikini, ça existe moins, mais quand même. Et j'ai dit, on va inverser ça, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, si ça... Mais quand vous avez donc des clientes qui vous appellent en disant, dans le fond, elles sont en train de vous dire, on les a pas juste trouvés bons, on les a trouvés cute, on les a trouvés mignons, les déménageurs, parce que, tu sais, quand tu suis des gens sur les médias sociaux, c'est parce que tu les trouves mignons. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce qu'il y a Hélène de la Prairie qui me dit, « Wow, Sophie, ça donne le goût de déménager. »
Oui, c'est vrai. mais c'est pénible déménager. C'est un stress absolument épouvantable. Fait que si on peut se rincer l'œil en même temps, mesdames, tant mieux. Tout faire pas, 2 là. pour 1. Non, c'est parfait. Puis ce qui est bien, c'est que les gars ont embarqué totalement. Alors, tous les gens qu'on voit dans vos publicités, ce sont des employés de chez Groupe Brisson. Oui, exact, oui. J'ai invité Karine, qui fait de l'agence Créative Compulsion, qui fait des photos boudoir pour les femmes. Ah, c'est ça. Fait qu'elle a déjà cette sensibilité-là. Ouais. Puis j'ai dit, hey, j'ai une bonne idée, puis elle a embarqué totalement dans le projet. OK. Est-ce qu'il y a, mettons, un de vos déménageurs qui est, mettons, moins sexy, puis que vous avez pas mis dans la pub, puis que là, il est fâché, puis il dit, ben là, moi, je m'appelle Bertrand, mettons, puis tu m'as pas pris dans ta pub. Pourquoi tu m'as pas pris? Non, mais j'en avais 2 qui étaient très gênés, qui se sont déplacés quand même. Ouais. Puis là, je les ai mis dans les pubs. Il y en a plusieurs pubs qui vont sortir au fil des jours. Il y en a qui sont plus âgés. Ah oui! Il y en a qui sont moins déshabillés, mais ils sont super contents maintenant. Mais ils sont arrivés à la séance photo gênés, pas certains. Je vais enlever juste une petite épaule ou j'enlèverai pas tout. Puis ça fait des super clips. Est-ce que vous êtes sexiste? Vous demandez à des hommes de se déshabiller pour le plaisir des femmes qui vont se rincer l'œil. Ouais. Êtes-vous sexiste? Ben, c'est pas une controverse, mais c'est ça que je teste. Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a toute une histoire en arrière, que moi-même, quand je vais faire des visites, des fois, c'est juste à mon collègue masculin qu'on parle, puis ça sera pas à moi, tu sais. Fait que j'utilise tout un peu ces choses-là pour rire, pour faire de l'humour avec ça, pour pas être fâchée. Fait qu'est-ce que je suis sexiste? Est-ce que c'est la société qui est sexiste? Ça. Parce que si, en effet, donc, mettons, quelqu'un vous dit, moi, je veux faire un gros déménagement, puis là, vous avez besoin d'évaluer combien de temps et combien de bois ça va prendre. Donc, vous arrivez avec un collègue et les gens vont parler au gars au lieu de vous parler à vous. Et ça, quand ça arrive, là, j'ai le goût d'arracher la tête des gens qui font ça. Parce qu'ils prennent pour acquis, j'imagine, que vous ne serez pas la personne qui va lever les boîtes, qui va bouger. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Ça, c'est souvent dans le déménagement. On fait beaucoup de commercial industriel, donc des usines, des bureaux, puis tout ça. C'est surtout dans ces cas-là, parce que le résidentiel, c'est plus simple. Mais dans les grosses usines, c'est des gars de shop, des... Ils pensent que vous êtes là pourquoi, d'abord? Ben, peut-être la secrétaire. Wow! Ben, moi, je qui se déplace en personne pour prendre des petites notes. Exact, parce que mon collègue ne peut pas écrire en même temps. Mais ça arrive tout le temps dans toutes sortes de domaines. Moi, j'ai fait réparer un cellier chez nous. Il y avait un cellier, puis le cellier était endommagé. Donc, le monsieur qui répare les celliers arrive à la maison et j'étais avec mon agent immobilier parce qu'on était en train de vendre mon condo. Et tout le long, le monsieur qui réparait le cellier parlait à mon agent immobilier. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, c'est parce que c'est pas lui ton client, c'est moi. C'est moi qui vais payer ta facture. J'en revenais pas. En 2025. En 2025. Alors, vive les déménageurs sexy. Exact. Là, j'espère que mon mari n'est pas là puis qu'il n'entend pas ce que je suis en train de dire. Très beau, très bonne idée. Puis j'aime beaucoup les gens qui défont les codes. J'aime surtout les gens qui ont du front tout le tour de la tête. Chloé Dano, vous êtes propriétaire du groupe Brisson, une femme entrepreneur qui révolutionne le déménagement. Merci beaucoup, Chloé. Merci de votre invitation. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, Rémi Villemure, Victor Lévy-Beaulieu, qui est décédé il y a quelques jours, n'aura pas droit à des funérailles nationales. Ça révolte beaucoup de gens, et en particulier ces 2 filles qui ont écrit une lettre ouverte aux journaux en disant que c'était pas acceptable. Toi, d'abord, qui mérite et qui ne mérite pas des funérailles nationales? Ah, ça, c'est la question qu'on se pose pas assez et qui, à mon avis, s'impose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup à voir avec les circonstances. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est les funérailles nationales qui se sont transformées en un hommage national à Karl Tremblay. Ouais. Parce que Karl Tremblay est mort avant l'âge de 50 ans, 46 ou 47 ans, si je ne m'abuse. 47. C'est relativement jeune pour se mériter un hommage pareil, mais je pense que la CAQ, à ce moment-là, s'est dite, et je pense que on peut pas ne pas rendre hommage à l'homme qui représente une génération en particulier. Si on dit non à Karl Tremblay, qu'est-ce qu'on dit à cette génération-là? Donc, je pense que c'est souvent ça qu'on se dit, et c'est du cas par cas. Il n'y a pas de critères à respecter. Donc, c'est de l'émotif.
C'est un critère émotif, alors. Oui, mais à la limite, les grands hommes politiques nous ont fait vivre des émotions, les grands artistes nous ont fait vivre des émotions, donc je pense pas que c'est un critère, disons, banal ou périphérique, celui de l'émotion. Au contraire, je pense que oui, l'émotion s'impose et c'est un critère, c'est le critère peut-être même qu'on devrait considérer. Donc, si on tient compte de ce critère-là, Victor Lévy-Beaulieu méritait-il, selon toi, des funérailles nationales? Ben, moi, c'est pas une œuvre qui m'a frappé. En toute franchise. Non, mais t'as le droit. J'ai lu ce matin Éric Bédard, que je respecte énormément, comparer Victor Lévy-Beaulieu à Gaston Miron. Ouais. Respectueusement, je suis pas du tout d'accord. Je pense que Gaston Miron a fait beaucoup plus pour le Québec que Victor Lévy-Beaulieu. Oui, il faut dire aussi, j'ouvre une légère parenthèse, parce que toi et moi, on est amis dans la vie et je te connais quand même assez bien. T'es un grand amoureux de la poésie. Et quand on est un grand amoureux de la poésie, Gaston Miron est un incontournable. Après, est-ce que toi, peut-être ta corde sensible passe par la poésie, passe peut-être moins pour les romans, les essais ou la télévision? Victor Lévy-Beaulieu a écrit évidemment L'Héritage, Bouscotte, Race de monde. Oui. T'aurais raison de me dire ça, sauf que je pense que au-delà de mes considérations très personnelles, je pense que Miron est un monument. Et je dis pas que Lévy-Beaulieu en est pas un, mais l'apport de Miron, pour moi, est plus évident. Mais dans le cas de Lévy-Beaulieu, par contre, c'est intéressant de se demander pourquoi ne l'a-t-il pas eu. Parce que mon opinion, c'est mon opinion. Moi, je pense que... Oui, mais c'est pour ça qu'on te paye. Ben non, je veux bien, mais je pense qu'il y a une façon de l'expliquer et de le comprendre qui est beaucoup plus objective. C'est-à-dire que Lévy-Beaulieu, son œuvre, elle est tournée vers l'universel. J'en parlais avec Richard juste avant d'entrer en studio. Il a écrit des essais sur des grands écrivains. Il s'est intéressé aux grands écrivains, aux grandes tendances de la littérature. Il s'est positionné à l'extérieur du Québec. Il a pris position comme un écrivain qui n'était pas forcément québécois. C'était un indépendantiste. Et oui, c'était un Québécois, mais il aurait pu, et d'ailleurs, il a été traduit dans plusieurs autres langues, être lu comme un écrivain qui n'était pas un écrivain québécois. Et peut-être qu'on a un malaise avec ça au Québec. C'est-à-dire que peut-être qu'on a de la difficulté à remarquer, à assimiler, à recevoir le talent lorsqu'il n'est pas un talent local, régional. Tu sais, je faisais la liste ce matin, je regardais tous ceux qui en ont eu. Mise ici, là. Tu sais, t'as Guy Lafleur qui l'a eu, Gilles Carle, Lise Payette, qui avait d'ailleurs demandé que ce soit une cérémonie totalement laïque, là. Il voulait pas que ce soit des funérailles, parce que qui dit funérailles dit ça se déroule dans une église et tout ça. Mais Victor Lévy-Beaulieu aurait très bien pu se ramasser à l'Académie française. Tu sais, c'est donc un grand écrivain de l'universel. Et peut-être que le peuple québécois n'est pas capable de remarquer ça. Puis c'est pas un défaut que je lui donne. J'aime beaucoup le peuple québécois, mais on n'est pas un peuple normal. Donc, en attendant d'être un peuple normal, mais on a des petits problèmes comme ça. On a des petits défauts. On a des fausses capacités à lire vraiment le talent lorsqu'il se présente à nous. Et donc, peut-être que finalement, le fait qu'il ne l'ait pas reçu, cet hommage-là, bien qu'il soit mort, c'est peut-être finalement pas une si mauvaise chose que ça, parce que ça veut dire qu'on a vraiment bien compris qui il était. Oui. Il va quand même y avoir le drapeau en berne, il va y avoir toutes sortes d'autres façons de lui rendre hommage. Moi, je veux aussi t'amener sur quelque chose de beaucoup plus prosaïque. C'est la pertinence même d'avoir des funérailles nationales. Premièrement, je l'ai écrit à plusieurs reprises, j'ai fait vraiment beaucoup de chroniques là-dessus, et ici à Cube Radio, et dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Selon moi, un État laïque ne peut pas organiser des funérailles. Tu peux organiser un événement, tu peux organiser un hommage, mais qui dit funérailles dit religion. Et moi, j'ai eu un immense malaise, vraiment immense, quand j'ai assisté aux funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland. Il y avait à l'église François Legault, il y avait PSPP qui était là, il y avait plein de dignitaires. Et à un moment donné, donc on entendait parler le prêtre, le curé, faisait référence à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. À un moment donné, il y a eu la communion. J'ai vu François Legault se lever, aller communier. Je me disais, non, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, j'aurais préféré qu'on respecte, qu'on s'inspire du modèle français, où jamais un chef d'État français, ça ne viendrait pas à l'idée d'entrer dans une église parce que le gouvernement est laïque. Et par contre, excuse-moi juste 2 secondes, Cybèle, et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des hommages nationaux. Ça a lieu dans la cour des Invalides. On l'a fait pour Belmondo, on le fait pour plein de monde. C'est une cérémonie qui n'a aucun caractère religieux. On fait jouer de la musique, les gens sont là, ils pleurent, quelqu'un lit un texte. Bingo, c'est fini, merci, bonsoir. Et les familles organisent des funérailles. Moi, je dis que le gouvernement n'a pas à payer pour des funérailles de quelqu'un.
Mais si, par exemple, on continue dans l'optique de funérailles, pourquoi on se fie pas juste aux demandes du défunt? Si c'est quelqu'un qui est religieux ou c'est quelqu'un qui ne l'est pas, pourquoi on fait pas juste suivre ça? Par exemple, Jean-Pierre Ferland, je ne sais pas s'il se disait... Ouais, mais là, je vais ailleurs. Là, toi, je comprends que c'est complètement ton argument et juste de dire que ça n'a pas lieu. Mais si on continue comme c'est présentement, pourquoi on fait pas juste suivre mais dans le cas de Jean-Pierre, décès? il y a eu 2 cérémonies. Il y a eu les funérailles officielles, les funérailles nationales, et il y a eu à la petite église de Saint-Norbert juste la famille, les amis proches, et parce que c'était manifestement le souhait de Jean-Pierre. Mais l'État n'a pas à intervenir. Excuse-moi, on s'éloigne de ton sujet de base. Mais donc la question se pose. Fais ça rapidement parce que après je veux juste dire merci à moi. Bien sûr, non, mais moi je pense par contre que la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire répondre aux demandes et aux exigences particulières des familles, c'est qu'un jour il y aura peut-être quelqu'un dont la confession est une confession juive. Est-ce que l'État va organiser des funérailles dans une synagogue? Hey, là ça va commencer. Les gens vont commencer à vraiment parler de laïcité pour les bonnes raisons. Donc moi je suis d'accord avec toi. Je me suis rangé. Ça a pris un moment avant d'y arriver, mais aujourd'hui je pense que ça serait plus simple. Ben, tu as enfin vécu la lumière. Tu as vu la lumière. Il me reste quoi? Il me reste 1 minute 14 à peu près pour dire au revoir. Donc, Rémi, d'abord, félicitations parce que tu vas être très présent sur les ondes de Cube cet été. Te dire à quel point ça a été un plaisir depuis plusieurs mois maintenant de t'avoir à mes côtés sur une base quasi quotidienne. Tu es vraiment un jeune homme brillant, prometteur. Je t'adore comme ami, ça tu le sais déjà, mais je t'adore comme chroniqueur et tu es vraiment promu à une brillante carrière. N'eût été de la crise des médias, tu aurais bien plus de visibilité que tu en as en ce moment. Cybèle, je te l'ai déjà dit à quel point je t'aimais en début d'émission, donc tu permettras que ceux qui veulent m'entendre réécoutent le début de l'émission. Hugo Veilleux, ça fait 40 ans qu'on se connaît, 30 ans qu'on travaille ensemble. Je commence une phrase, tu la finis. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, ça a été un plaisir de chaque instant de travailler avec toi. Fred Bastien, le petit nouveau, ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais je t'adore, ton humour, ton esprit, ton sens du punch est absolument fabuleux. Je veux remercier les patrons de Cube qui m'ont donné cette opportunité. Dieu sait où je serai au mois d'août, mais ce que je sais, c'est que j'adore faire de la radio et j'espère en faire très longtemps. Merci à vous. Passez un bel été. On se retrouve peut-être en septembre. Cube.